Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode du podcast Café Noir et Table Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Et nous vous la présentons sur notre site, lebontraitdunion.com, mais aussi sur Spotify, d'où vous nous écoutez peut-être, ou encore sur YouTube. Le sujet du jour, le TDAH Kesako. Dans cet épisode, on va explorer le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité, TDAH de son petit nom. Et on va voir avec mes deux invités ses répercussions au travail, dans la vie et notamment dans nos quotidiens en confinement. C'est un podcast qui est très particulier parce que ce n'est pas un sujet facile, ça n'est pas vraiment tangible. D'ailleurs, sauf pour situer les grandes lignes, on ne va pas l'aborder d'un point de vue médical, mais plutôt explorer le quotidien et les trucs et astuces que mes invités ont développés. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Tanguay-Leduc. Jen fait partie de notre équipe et c'est notre dernière recrue. Son peps indéniable en a fait une personnalité pétillante qui a immédiatement été adoptée par toute l'équipe. Bonjour Jen. Allô. À mes côtés aussi, Mario Courchaine, ma douce moitié, mon associé dans Le Bon Trait d'Union. On se connaît depuis 3 ans et demi, on a parti la business ensemble il y a 2 ans, on s'est mariés en octobre dernier et c'est notre pilier d'affaires. Bonjour Mario. Bonjour Hélène. Bonjour Jen. Salut. Je suis très heureuse de vous avoir pour parler de ce sujet qu'on entend pas mal mais qu'on n'écoute pas toujours. Pour entrer dans le vif du sujet et peut-être, je dirais, commencer par le début pour celles et ceux qui seraient moins familiers. Le TDAH, qu'est-ce que c'est? Définition. Alors, sur le site de l'Université Laval, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parle du TDA, TDAH et de ses répercussions, mais aussi il donne quelques pistes et des ressources, notamment pour leurs étudiants. Voici ce qu'on en dit. C'est un petit peu long, mais je ne voulais pas résumer car je pense que tout est important et je vais avoir le plaisir d'y revenir avec mes invités. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, est un problème neurologique qui apparaît durant l'enfance. Ce trouble est lié à des anomalies de développement et de fonctionnement du cerveau. Dans la majorité des cas, il y a une composante héréditaire. Le TDAH n'est pas causé par des besoins affectifs non comblés ou par des problèmes psychosociaux, même s'il peut être exacerbé par ces facteurs. Il n'y a pas non plus de lien entre le TDAH et l'intelligence de la personne. Les personnes souffrant d'un TDAH ont des difficultés d'attention et ou d'impulsivité et d'hyperactivité qui affectent différentes sphères de leur vie. On parle des sphères sociales, scolaires, professionnelles. Ce trouble se présente plus souvent chez l'enfant que chez l'adulte, mais il persiste à l'âge adulte chez la moitié des enfants qui en sont atteints. On estime à environ 4% la prévalence de ce trouble chez la population adulte. Et enfin, le TDAH n'est pas plus fréquent chez les garçons que chez les filles, mais il se manifeste différemment. En général, les garçons présentent davantage d'hyperactivité et d'impulsivité, tandis que les filles démontrent plus d'inattention. Alors, voilà, fermez les guillemets, c'était la citation qui, je pense, nous permet d'amener le sujet. Je vais commencer directement avec toi, Jen. Veux-tu réagir à cette définition? Comment ça s'est manifesté chez toi? Et puis aussi, peut-être comment le diagnostic a été posé? En fait, je trouve que ta définition est vraiment un cas classique. Dans ma famille, on est 2 enfants. Mon frère a eu un diagnostic de TDAH très tôt dans son enfance. Et puis moi, non. Moi, j'ai toujours été capable de m'organiser, de me structurer moi-même et tout et tout. Et puis, plus tard, quand j'ai eu mon diagnostic, c'était à l'université où je devais travailler pour payer les études et tout. Et puis, aller à l'école, étudier, puis c'est comme si tout d'un coup, ça me faisait trop de responsabilités, puis je suis devenue vraiment désorganisée, puis j'arrivais plus à performer comme à la normale. Donc, mes parents qui se doutaient clairement que j'étais pas différente de mon frère m'ont encouragée à aller passer un test dans une clinique de neuropsychologie. Donc en fait, c'est ça. Toi, dans ton cas, c'est que c'est resté silencieux, puis c'est le contexte d'un coup qui a peut-être permis de révéler quelque chose qui était déjà là, mais que tu avais réussi à tricher, cacher, ou en tout cas à faire avec. Exactement. Puis plus je me suis informée là-dessus, plus j'ai compris le concept du fardeau compensatoire, c'est-à-dire que mes moyens pour m'organiser étaient suffisants pour atténuer les effets du TDA, ce qui faisait en sorte que j'avais pas besoin d'être médicamentée jusqu'à un moment où est-ce que la vie d'adulte te happe violemment et que t'as plus de responsabilités. Puis tout d'un coup, je comprenais quelles étaient les priorités,
mais j'arrivais pas à avancer. Je voyais le chemin, j'arrivais pas à voir la montagne, ça me bloquait. Si la tâche était trop complexe, au lieu de la décortiquer en plusieurs sous-tâches, je voyais juste l'ampleur de la chose, puis je préférais aller faire une sieste. C'est comme si peut-être l'éventail des outils que tu t'étais mis en place était plus suffisant pour répondre peut-être à la nouvelle charge de tâches à faire qui étaient autour de toi? Exactement. Est-ce que c'est plus le nombre, je dirais, de tâches ou peut-être le stress qui venait avec justement cette vie d'adulte avec plein de choses à payer, la responsabilité ou peut-être une combinaison d'un peu tout ça? Je pense que c'est l'ensemble de tout ça, puis c'est aussi, tu sais, à l'université, t'apprends dans la fin début de la vingtaine, c'est vraiment une période où est-ce que t'apprends un peu à devenir adulte, où est-ce que tu deviens de plus en plus autonome, puis il y a comme tout plein de concepts nouveaux qui arrivent dans ta vie. Savoir tenir un budget, être capable de payer son loyer en temps, être responsable de son temps, même si tu peux manger ce que tu veux parce que t'habites plus chez tes parents, ça prend quand même une routine, ça prend quand même une façon de fonctionner qu'il fallait que je tolère vraiment pas très bien qu'on me dise quoi faire dans la vie, puis c'est moi qui est un petit peu fière aussi, beaucoup fière, qui veut pas qui veut montrer que je suis capable. Mon surnom en fait, la première phrase que j'ai appris à dire quand j'étais petite, c'est je suis capable toute seule. Ça fait que de me faire dire par mes parents comment gérer mon appart puis ma vie, c'était vraiment la pire des douleurs, là. Ça fait que je voulais me prouver que je pouvais y arriver, mais après il y a l'apprentissage de l'école de la vie aussi qui arrive dans tout ça, puis ça faisait juste trop à gérer pour une personne, là. Donc, pour une personne TDA ou TDAH, ça peut être trop difficile à gérer. Encore pire. Ouais. C'est ça. C'est difficile pour tout le monde, cette étape-là, mais c'est super formateur aussi. Mais en même temps, comme je suis pas à l'aise de demander de l'aide dans la vie parce que je veux me prouver que je peux y arriver, ben ça faisait en sorte que là, ça coulait, là, mon truc, là, c'était pas stable, là. Ça fait que, ouais. Fait que là, je vais sauter à ce que tu disais un petit peu et passer le relais à Mario. Tu disais quand on arrive au début de cette vingtaine et tout change, etc. Bon, au début de ta vingtaine, toi, Mario, c'était pas l'université, mais tu as adopté ta fille et tu as eu ton fils. Donc, c'était aussi des grands changements. Mais est-ce que c'était à ce moment-là que toi, ça s'est révélé? Et de ton côté, comment est-ce que ça s'est manifesté, je dirais, le TDAH dans ta vie? Oh boy! Ça a commencé peut-être un peu... j'ai pas le même parcours ou la même histoire peut-être que Jen, mais il y a beaucoup de choses qui viennent se rejoindre. Dans mon cas, moi, j'ai toujours su que j'étais différent, ou comme les parents disent à tous leurs enfants qui sont spéciaux. Moi, j'avais un sentiment que c'était pas comme les autres, c'était pas... bref, je l'ai toujours su. Pardon? J'ai toujours su que j'avais quelque chose de différent, que mon cerveau fonctionnait pas. Je pouvais pas l'expliquer quand j'étais jeune, mais bon, on me disait que j'étais un peu tannant. C'est l'hyperactivité, je pense, qui était beaucoup plus présent quand j'étais jeune. En vieillissant, je pense que c'était en 2010, pour ma part, j'avais rencontré une personne dans une fête d'amis, un pool party de famille, puis c'était la conjointe d'un de mes amis qui parlait de TDAH. Je me disais, ah ouais, OK, puis tu prends de la médication? Ah ouais, puis ça a changé ma vie, puis elle me disait ça, puis c'était une adulte, mère de 2 enfants, qui avait une vie bien épanouie. Fait que je pourrais aller voir dans ce temps-là. Je travaillais dans une agence où c'était un nouveau travail, mais qui avait beaucoup de multitâches. Ce que j'aime beaucoup, ce qui fait que je suis curieux de tout, mais un peu au même principe que Geneviève, j'avais de la difficulté à atteindre toutes les tâches puis de les terminer. Alors, je devenais un peu plus anxieux, plus de panique, plus de peur. Alors, je suis allé voir médecin de famille, psychologue, on a fait tous les tests. Je savais que j'étais TDAH, même à ce moment-là, mais de le voir confirmer, puis de t'entendre lire un peu la définition, ça, c'est une définition traditionnelle. C'est ça qui me fait le plus grand impact, moi, c'est de me mettre dans une case, en fait, de mettre une définition à ce que je vivais, à ma différence, si on veut. Un peu, C'est quelque chose que tu disais alors évidemment, je t'ai épousée, donc je te connais un peu et je connais ton histoire, hein, mais quand tu dis quand tu étais enfant, par exemple, hyperactivité à l'école, on en a parlé plusieurs fois, il y avait des matières où ça se passait super bien et en même temps, pourtant, au niveau comportement, ça se passait pas forcément bien. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu retrouver peut-être avec d'autres gens TDAH avec qui tu parlais quand tu étais plus jeune aussi? Ben, moi, quand j'étais jeune, le 10% de participation sur ta note globale, je le perdais toujours. Mais de l'autre côté, tu faisais le lien qu'il n'y avait pas de lien avec l'intelligence. Donc, quand j'étais jeune, j'étais turbulent, puis certes, mais j'étais aussi dans les cours très avancés ou douance ou des cours enrichis dans les cours où j'avais du plaisir, où j'aimais ça. Puis pour ma part, c'est la science, la maths,
À peu près tous les cours que j'avais à l'école, j'avais des résultats académiques très, très bons. Euh, Jusqu'à l'adolescence, plus tard, mais j'avais des cours très bons, des notes très bonnes, mais le côté comportement dérange les autres, résultat inférieur à son potentiel, ça c'était les notes courantes sur mon bulletin à la fin de l'année, mais j'avais des bonnes notes, mais il y avait toujours le côté comportement, effectivement. J'imagine Jen va pouvoir se reconnaître aussi là-dedans, mais une fois que tu as compris quelque chose dans la salle de classe, puis que les autres n'ont pas compris, ben, tu cherches quelque chose, un moyen pour te faire du entertainment, alors que ce soit de lancer des trucs aux autres, que ce soit de passer des papiers, que ce soit de parler, c'est juste d'essayer d'occuper son cerveau, donc de rester assis en étant attentif à quelque chose qui, un, ne nous intéresse pas, ou deux, on a déjà compris. C'est beaucoup, 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 beaucoup de demandes sur ta gestion d'émotions. Tu te vois là-dedans, toi, Jen? Tu te reconnais là-dedans? Tellement, tellement. Puis le truc, c'est que moi, je performais en fonction du prof. Si j'aimais le prof, j'avais vraiment des bonnes notes. Mais si j'aimais pas le prof, oublie ça, il y a rien qui rentrait. Puis ce qui est arrivé, parce que mes parents, ils ont été assez stricts, mais juste dans notre éducation, parce que mon frère et moi, on était deux petits turbulents qui se couraient après, puis on en a fait des mauvais coups, là. Ça fait qu'on avait besoin d'être encadrés, puis ils venaient toujours aux réunions de parents, puis souvent, ce qui ressortait, c'est que je faisais des blagues que je dérangeais, mais comme j'étais bonne à l'école, les profs, ils disaient toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Parce que tu peux pas, tu sais, il y a des limites à me coller des retenues. Je veux dire, mes notes sont bonnes aussi. Ça fait que j'étais un petit peu baveuse en classe quand je comprenais pas ou j'aimais défier un peu, mais j'avais du mal. En fait, plus j'avais un public, plus je faisais des blagues. Puis il y a un prof une fois qui a dit à ma mère que j'avais la capacité d'être autant un leader positif que négatif dans une classe, puis il faudrait que j'apprenne à être du bon côté de la force. Mais mais ouais. Mais justement, un petit peu, quand je vous écoute, je pense qu'il y a une partie de votre parcours, vous avez tous les deux été diagnostiqués, donc en étant déjà en âge adulte. Est-ce que vous avez trouvé que votre médecin vous a bien expliqué? Est-ce que pour vous, Mario, tu disais pour toi ça a été difficile d'avoir d'un coup cette case, cette étiquette qui t'était apposée, même si en même temps elle venait expliquer beaucoup de choses. Est-ce que vous sentez que vous avez eu de la part du corps médical en tant qu'adulte peut-être un bel accompagnement? Ah, absolument. De mon côté, surprenamment, je m'attendais pas à ça. J'entendais les rumeurs comme les gens disaient, ah oui, les gens qui vont aller ils vont se faire diagnostiquer pour telle raison. Moi, si je vivais bien ma vie, j'avais tout ce que j'avais besoin, j'avais trouvé des moyens pour compenser. Mais on arrive à un moment donné où tu te dis, ben ok, peut-être que j'ai besoin de quelque chose. Je vais aller regarder, en discuter avec. Le fait médication au début, à la base, je suis pas quelqu'un qui va prendre la médecine, qui est pro-médication pour tout, mais dans ce cas-là, je vais l'essayer. Puis ça, c'est tout un cheminement aussi. La médication, ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir la bonne et tout ce qui vient avec. Mais c'était tout ce côté-là. Puis comment on prend ça? On devient-tu dépendant à ça? Fait qu'il vient un peu cette réflexion qui dit, OK, j'ai un diagnostic, il y a des solutions, c'est quoi? On se met à regarder, on se met à rechercher. Puis c'est un peu une des choses qui ressort aussi des TDAH, c'est de l'hyper-focalisation. Donc autant d'un côté qu'on peut être on va dire all over the place dans notre tête où on paraît comme ça, autant qu'on peut décider qu'on prend un sujet donné, puis on va s'y consacrer souvent beaucoup, beaucoup plus loin, plus intense que la moyenne des gens. Donc, ça a un peu les deux côtés, là, la force et la faiblesse. Puis dans ce cas-là, ben, on est allé jusqu'au bout pour trouver c'était quoi. Qu'est-ce que je pouvais faire pour m'optimiser? Fait que tous les deux, vous êtes sous médication. Est-ce que, j'ai un peu envie de dire, parfois j'ai l'impression que c'est comme un chemin de croix avant de trouver la bonne dose, le bon médicament, la bonne réponse. Rien n'est simple, rien n'est écrit d'avance, il n'y a pas de recette magique. Mais globalement, est-ce que vous en tirez, puis là peut-être Jen, je te lancerai l'appel, est-ce que vous en tirez du bénéfice d'être passé à travers tout ce processus peut-être d'adaptation au niveau de trouver la bonne médication, trouver ce que ça veut dire, peut-être aussi trouver des pistes de solutions une fois que le diagnostic est posé. Ah bon, ok, tel comportement, ça vient de là, voici comment je peux y répondre. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose qui a vraiment, dans le fond, changé qui tu es aujourd'hui? Je pense pas que ça a changé. En fait, attends, je vais recommencer parce que c'est confus dans ma tête, mais c'est clair. Ça a changé beaucoup de choses, mais ça a rien changé en même temps. C'est-à-dire que si je rebondis un peu sur ta question précédente aussi, pour moi, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai pleuré parce que je me sentais délivrée.
J'avais l'impression que je pouvais comprendre ce qui se passait dans ma tête, puis je pouvais prouver avec un papier que j'étais pas conne. Parce que moi, c'est arrivé en 2012, puis j'étais à l'université, j'étais à la mi-session, j'étais à la moitié de mon parcours universitaire, puis je coulais tous mes examens de mi-session, parce que la personne en avant qui bouge sur sa chaise, l'autre qui déballe sa barre-tendre, puis moi qui essaie de me concentrer sur une question, c'était le même degré de priorité, puis j'ai refait un cours avec un de mes profs, puis je me souvenais des blagues qu'il avait fait l'année d'avant, puis j'étais capable de les dire avant lui, au cours de l'année suivante, mais j'arrivais pas à passer ces examens. Ça fait que ça me rendait complètement folle, puis j'ai reçu des lettres qui disaient que j'allais être expulsée de l'école si ma moyenne n'augmentait pas. Puis j'avais ma place là. Fait que tu vois, je fais un long détour pour revenir à ta question. La médicamentation, compte tenu que mon frère est passé par là, que lui il a fait un peu les tests auparavant, on a commencé tout de suite avec le même médicament qu'il prenait. Puis pour moi, ça a été assez rapide pour que ça fonctionne. Puis je sentais pas que ça me changeait tant que ça. Peut-être qu'au début, ça me donnait un aspect placebo, peut-être que non. C'est pas le genre de médicament que ça te prend quelques jours avant que ça fasse effet, c'est vraiment immédiat. Et j'avais vraiment l'impression que j'étais focus, puis que j'étais capable de mieux m'encadrer. Après, la médicamentation, je tiens à le spécifier, ça va pas me faire écrire une dissertation. Ça m'aide juste à m'asseoir devant mon ordinateur puis à écrire. Les idées, ils étaient là avant, ils vont être là après, avec ou sans médicaments. C'est juste la structure qui va être plus claire pour moi parce que les stimuli externes, ils vont juste être bloqués de ma vue. C'est comme des œillères qui Ouais, te permettent d'être ouais. plus efficace dans ce que tu dois faire, dans le fond. Et toi, Exactement. Mario, est-ce que ça agit un peu de la même façon? Oui, ben oui et non. Pour ma part, ça a été plus difficile. J'ai essayé, ça a pris un bon 2 ans avant de trouver la bonne molécule avec la bonne dose pour que je n'ai pas d'effets secondaires, mais que je puisse bénéficier des effets positifs. Comprendre, tu sais, j'ai commencé avec du Ritalin, c'est ce qu'on donne aux enfants qu'on parle, mais ça, c'est Alors, vous la voyez pas, mais Geneviève fait un gros Ah. Mais en fait, le Ritalin, ce que c'est très courte pire durée. chose. Pardon, Jen? C'est la pire chose. Pour moi, c'était pas ça, là. Pour moi, le Ritalin, c'est à courte durée, puis pour quelqu'un qui a déjà de la difficulté à avoir un horaire, il faut la prendre 2 fois par jour parce que quand ça commence à descendre après le 4 heures, il faut la reprendre après le dîner. Et c'est une gestion que, même avec la médication, je l'ai-tu pris? Je l'ai pas pris. Des fois, je l'ai pris en double. Des fois, je l'ai oublié. Alors, c'était pas une bonne chose. Puis, il y avait des effets secondaires de très, je vais dire, du up and down au niveau de l'énergie. C'était encore plus difficile. Les montagnes russes, là. Ouais. Oh! Ça donne le goût de courir partout, puis après, Ah ouais, non, c'était pas ça. Ensuite, il y a les autres molécules. J'ai essayé on m'a placé sur du Concerta. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre le Concerta. Je pense que Jen, c'est la molécule qu'elle prend. Moi, ça me faisait pas. Ça me donnait beaucoup de maux de tête, puis des gros maux de tête, puis des hausses de pression. Bah, pourquoi? Je sais pas, mais ça faisait partie. Donc, on a changé la molécule. Il y avait aussi les palpitations, parce qu'il faut comprendre, ces molécules-là, ça va avoir l'air drôle à dire, mais pour un hyperactif, c'est comme lui donner l'équivalent d'une molécule de speed ou de quelque chose comme d'une drogue qui va te donner beaucoup d'énergie. Donc, pour moi, ce que ça fait, ça va me donner de l'énergie nécessaire à mieux me concentrer. Parce que le fait que la concentration va partir pour moi, c'est souvent parce que je manque d'énergie, parce que ça me demande tellement de carburant pour focusser quand il faut que je focus, ou sur la quantité qu'après un certain moment, on devient fatigué, je deviens épuisé. Puis l'hyperactivité, ça fait des vagues, haut en bas. Puis la médication vient un peu soutenir Réguler. ta vague. Exact, ça va réguler. Donc tu vas avoir les bas, moins bas. Tu vas avoir une constance, mais elle va être aussi sur longue durée. Le Concerta, je suis allé ensuite avec le Vivance. Donc, pour moi, c'est le Vivance a fonctionné, la bonne dose, donc sans effet. Puis, si je la prends pas une journée, je le sais. Je sais que je l'ai oublié, puis ça paraît. Hélène, je pense que tu peux confirmer que ça paraît. Je deviens beaucoup plus amorphe, je deviens beaucoup plus comme ça. Fait que est-ce que ma vie avec ou sans, c'est beaucoup mieux avec parce que ça me donne beaucoup plus de facultés. Ça me permet d'exploiter mes facultés, mais la pilule en tant que telle, elle ne donne pas un super pouvoir. Là. Puis l'autre chose à dire, c'est peut-être aussi que là, on parle beaucoup du cadre de tâches, de professionnels, étudiants, etc. Mais dans le fond, vous les prenez même quand vous êtes en week-end parce que dans le fond, le TDAH n'a pas d'horaire et vous devez fonctionner tout le temps. C'est ça, hein? Mon médecin de famille m'avait dit pas mal ça. Moi, il m'avait dit est-ce que tu es TDAH juste la semaine?
parce que moi, je voulais trouver une solution à mon problème de travail où est-ce que j'avais un problème de focusser sur beaucoup de choses en même temps. Alors moi, je trouvais une solution pour ça, ça a fonctionné. Je voulais pas le prendre le week-end. Je ne veux pas prendre le médicament. Elle me dit, est-ce que tu es TDAH juste la semaine ou le week-end aussi? Je dis, ben, le week-end, elle dit, ben, tu dois t'équiper et apprendre à vivre avec cette médication-là, avec les effets autant bons que mauvais, mais le week-end aussi, parce que ça, c'est qui tu es, donc tu vas prendre ça à vie, puis c'est comme ça. Puis toi, Jen? Moi, ça m'arrive de... Oui, excuse-moi, ça m'arrive de pas le prendre le week-end, mais j'habite avec ma cousine qui travaille, qui va à l'école. Ça fait que je sais que pour les gens qui m'entourent, ça peut être très... parce que j'arrête juste pas de parler. En fait, c'est juste que je dis tout ce qui me passe par la tête, puis c'est comme si je réfléchissais à voix haute, puis je suis vraiment difficile à suivre parce que on va marcher dans la rue, on va avoir une conversation, puis là, je vais voir un oiseau, puis là, je vais faire comme « Ah oui, ça, c'est un carouge à épaulettes », puis là, je me mets à te parler de cet oiseau-là, puis ensuite, autre chose, puis je reviens sur la conversation, puis mes histoires, ils font juste des kilomètres de long. Pour moi, c'est divertissant. Je veux dire, je sais pas vivre autrement que comme ça. C'est dans ma tête, mais je me rends compte de l'inconfort des gens que j'aime quand ça arrive. Ça fait qu'il y a quelques personnes dans mon entourage qui le savent quand je suis molécule-less ou pas. Puis là, on parlait justement de ces impacts, de votre parcours, etc. Puis là, j'ai envie de dire, bon, vous êtes tous les deux déjà un peu plus grands, vous avez un petit peu de recul par rapport à cette vie de TDAH. Est-ce que vous avez aujourd'hui trouvé chacun peut-être une job qui vous correspond aussi en fonction de qui vous êtes avec votre profil de TDAH? Est-ce qu'il y a des emplois, je dirais presque un emploi idéal pour un TDAH, dans la mesure où, là, on le comprend, hein, ça vient avec de l'inattention, de l'impulsivité, de l'hyperactivité, mais comme tu disais aussi, d'être capable de faire plein de choses en même temps. Donc, je pense qu'il y a peut-être des profils professionnels qui sont plus faciles à aller chercher ou à remplir parfaitement quand on est TDAH. Est-ce que l'un l'autre, ça vous parle? Geneviève, vas-y. Oui, écoute, moi, je trouve ça vraiment chouette de travailler sur plusieurs projets en même temps. Parce que toujours faire la même chose, pour moi, j'ai l'impression que c'est létal. Il y a des gens qui sont des machines à avoir des tableaux Excel, puis avoir une tâche qui est routinière, puis ils se sentent bien là-dedans parce qu'ils savent où ils s'en vont. Moi, si ça m'encadre, quand c'est trop serré, c'est trop rigide, il n'y a pas de créativité ou de moyens ça me rend vraiment inconfortable. Parce que, on en parlait, Mario et moi, cette semaine, on se disait que, tu sais, pour nous, l'important, il faut voir les limites de notre carré de sable. Mais le carré de sable, ça peut être le Sahara au grand complet. Tant qu'il y a une bordure autour, puis qu'on sait à peu près où sont les limites, c'est bon. Mais il faut qu'on ait de l'espace pour être capable de penser, puis réfléchir, puis de travailler sur plein de dossiers en même temps. Ça peut être un couteau à double tranchant parce que tu as plusieurs sous-tâches, tu as plusieurs responsabilités qui peuvent te désorganiser. Mais en même temps, c'est un challenge parce que tu as l'opportunité d'apprendre complètement tous les jours, puis qu'il y a aucune journée qui se ressemble. Fait que ça prend vraiment, ça prend quelque chose. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est là où je trouve mon bonheur. Puis est-ce que tu as développé peut-être des trucs et astuces pour que justement ce carré de sable soit quelque chose qui se transforme en un terrain de jeu stimulant, mais pas qui te fasse te perdre complètement? Est-ce que tu as des outils que tu t'es construit peut-être au fur et à mesure? Oui, tellement. Je travaille dans les médias numériques puis dans toutes sortes de trucs comme ça, mais je suis incapable de mettre beaucoup de tâches dans mon agenda électronique. J'ai besoin d'un agenda papier. J'ai besoin de ma boîte de crayons Prismacolor. Je me fais des listes de tâches et puis je me fais des carrés. Un carré par tâche et que je colorie au fur et à mesure que j'ai rayé la tâche. Puis ça fait du bien de le rayer puis de voir sa progression. Pour toutes les tâches que je trouve vraiment plus, moins sexy, moins le fun, qui me tente le moins, je vais utiliser un max de couleurs. Comme ça va rendre ça agréable, puis ça va faire en sorte que je vais avoir hâte de le faire. Je vais mettre une chandelle que je trouve qui sent bon. Je vais souvent me faire des masques pour le visage quand je fais de la comptabilité. Comme ça me permet d'accomplir la tâche qui est désagréable, mais d'en créer un rituel, le fun. Petit truc et astuce, se peigner la face en vert concombre avant de faire sa compta. J'aime ça. Exactement. Comme ça rend l'utile à l'agréable. J'attends ce moment où je vais hydrater mon visage et en même temps avoir des chiffres en ordre. Puis, j'ai aussi intégré depuis le mois d'octobre la course dans ma routine. Et je me rends compte que
ça vient calmer cette impulsivité que j'ai ou cette façon que je peux avoir de sauter rapidement aux conclusions en brûlant des étapes parce que je veux aller trop vite, parce que je veux faire les choses rapidement, je veux passer à autre chose vite, puis j'oublie à l'occasion des étapes dans le milieu parce que je suis pas assez appliquée dans certaines choses. Fait que la course vient évacuer ce que j'ai de trop d'énergie qui me rend coucou des fois. Puis j'aime ça et je vais rebondir là-dessus pour passer la parole à Mario. On parle d'outils. Jen a mentionné des outils de couleurs, des outils de liste peut-être par exemple. Et le sport, toi, Mario, c'est quoi les outils que tu as développés et puis peut-être le type de profession aussi dans lequel tu t'es le plus épanoui et tu t'es retrouvé le plus à ta place, à la fois en tant que TDAH, mais aussi en tant que qui tu es. Peut-être commencer, si tu veux, par la profession. Est-ce que toi, tu as des professions idéales? TDAH, pour moi, est profession ou TDAH est ma vie, c'est qui je suis. Donc, d'incorporer le TDAH dans ma vie, on le fait naturellement jusqu'à ce qu'on trouve un peu ces outils-là. Pour ma part, c'était beaucoup plus Jen disait qu'elle n'aimait pas les fichiers Excel. Moi, c'est le contraire. Si je peux voir les choses de façon visuelle, j'ai pas de crayon de couleur. Ça, je mets pas les choses de couleur. Je prends le crayon qui traîne puis que je trouve, puis je vais prendre des listes comme ça. Mais j'ai effectivement des cahiers de notes où le fait d'écrire ou le fait d'occuper mon cerveau. Je donne un exemple. Pendant une conférence, dans mon travail, peut-être revenir sur ta question, moi aussi je prends toutes sortes de chemins comme le TDAH, mais pour revenir à ta question comme travail, pour moi, le principe du carré de sable, c'est très bien imagé. J'ai besoin de place pour trouver les chemins qui sont pas battus pour arriver à des mêmes choses. J'ai besoin de me justifier ou d'aller trouver ailleurs parce que mon cerveau cherche à trouver toujours quelque chose autre. Oui, mais, oui, et, oui, mais, ah oui, mais, si, alors, toujours constamment surtout. Alors, mon cerveau va mettre en doute qu'est-ce qu'on me montre parce que habituellement, je passe par d'autres chemins pour arriver aux mêmes choses parce que je fonctionne pas de la même façon. Alors, dans le travail, quand c'est de la résolution de problèmes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que tu as la liberté d'aller dans des directions que tu veux. L'important pour moi, c'est que ça m'intéresse. Puis la beauté, c'est que pas mal tout m'intéresse, ou presque. Mais mon meilleur truc que je me suis donné, c'est que je me suis mis à m'intéresser à moi comme outil. Alors, en apprenant plus sur moi, en apprenant plus comment je réagis, comment je fonctionne, en prenant ces notes-là, en me regardant d'un peu de l'extérieur, bien, je développe ce que j'ai besoin pour moi. Parce que TDAH, je ne veux pas dire tout le monde pareil. TDAH va fonctionner avec Geneviève d'une façon, avec moi d'une autre façon, avec d'autres de d'autres façons, parce que ton contexte familial, ton éducation, ta personnalité, ton intelligence, toutes ces choses-là vont venir affecter comment ça impacte ta vie. Alors pour moi, ça a été une question de regarder les autres, ça a été une question beaucoup d'empathie puis de résilience que j'ai dû développer parce que je sais que j'affecte les gens. Mais là, si je reviens un petit peu dans le côté du professionnel, puis on ira au personnel après. Le Mhm. côté du professionnel, justement, je vous entends, puis je pense qu'il y a quelque chose qui est très plaisant et puis qui peut peut-être être rassurant chez les gens qui s'interrogent sur ce TDAH, sur ce que eux-mêmes, par exemple, s'ils sont diagnostiqués, peuvent faire. C'est qu'au final, vous avez trouvé votre voie, une profession dans laquelle vous êtes capable de vous épanouir. C'est-à-dire, c'est pas l'avenir professionnel ne s'annonce pas forcément aussi noir ou mal noté que les bulletins scolaires. Ah, bien au contraire. Mario et moi, on est arrivés à la même conclusion, sans parler, que le TDAH, pour nous, c'est vraiment un pouvoir magique. Tu sais, c'est vraiment parce qu'on pense pas comme... notre cerveau fonctionne pas comme la moyenne des gens. Ben, ça fait en sorte qu'on a une distance différente en ce qui me concerne, les problèmes très, très simples, j'ai du mal à les résoudre de façon efficace, mais les choses complexes, quand il faut que je défasse le spaghetti dans la tête des gens, ben, je trouve ça vraiment, vraiment super le fun à faire parce que je vais passer par des moyens que peut-être ils auraient pas été envisagés d'une autre façon. Puis merci à mes parents de nous avoir démontré le pouvoir de l'ennui dans la vie parce que ben l'ennui, ça fait en sorte que tu es créatif. Puis tu te stimules par l'environnement et tout. Ça fait que ça fait en sorte que tu deviens l'architecte de plusieurs solutions qui sortent du cadre. Puis c'est vraiment un véritable pouvoir magique pour moi d'avoir ça. Je le vois pas comme un fardeau, je le vois pas comme un handicap ou quoi que ce soit comme ça. C'est juste, ça demande un peu plus de débrouillardise. Puis ça se trouve que j'en ai, fait que tout va bien.
Puis c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on en parle tout à l'heure en disant les médicaments, un diagnostic, un cadre médical, etc. Mais c'est-à-dire, c'est pas une maladie au sens où bien parfois ça va pouvoir sonner et ça sort de ce cadre-là. Et c'est drôle parce qu'effectivement, Mario, tu parlais souvent de OK, c'est un super pouvoir. Oui, il faut apprendre à le gérer. Oui, il faut apprendre à vivre avec, puis savoir comment s'en servir, mais rapidement, ça peut devenir un super pouvoir. Oui, ben, si tu me demandais, tu me donnais le choix, puis de dire est-ce que tu veux ne plus être TDAH à partir de maintenant? Absolument pas. Pour moi, de ma part, c'est vraiment le côté, c'est un super pouvoir qui vient avec ton kryptonite, comme on va dire, ou tu sais, ma petite fascination pour les super-héros. Tous les super-héros ont des super-pouvoirs, mais ils ont l'équivalent dans l'autre extrême D'une faiblesse qui va aller affecter ce super pouvoir. une faiblesse, exactement. Donc, ces faiblesses-là sont équivalentes à tes forces. Il faut juste compenser sur les faiblesses puis bien diriger tes forces. La psychologue qui m'avait évalué m'avait dit utilise ta force pour travailler toi. Puis, effectivement, c'est quand tu peux faire ça sur toi, ce que tu vas faire ensuite va être d'autant plus positif que négatif, si on veut. Puis là, Geneviève, tu avais un peu abordé le point en disant, moi par exemple, la médication plus ou moins le week-end, puis je fais du sport. Toi, Mario, dans ton côté, non, la médication, c'est 7 jours sur 7. Le sport aussi est Ah oui, important pour toi. si je bouge pas, ça c'est l'hyperactivité. Elle perd tantôt de soupape, il faut que ça sorte. Quand on va appeler, quand j'étais jeune, il disait, il y a la bougeotte. Le pied qui arrête pas de bouger en dessous du bureau ou qui achale, le petit toc, 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 toc avec le stylo sur le bureau. Ou c'est des trucs, j'appelle ça, c'est quand l'hyperactivité doit sortir. Donc, il faut bouger. Dans mon cas, c'est ça. Puis ça, c'est des choses qui se retrouvent dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, qu'il faut que ça sorte. À un moment donné, faut que ça sorte. Est-ce que ça vous prend peut-être d'avoir dû expliquer dans les relations des gens que vous aviez? Geneviève, tu as peut-être un peu touché le sujet tout à l'heure en disant bah, je sais que voilà, pour les gens qui m'accompagnent, c'est pas toujours facile. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez toujours été confronté, qui vous a toujours accompagné dans le fond, peu importe le cadre familial, personnel, amical, professionnel, est-ce que ça vous prend d'expliquer aux gens ce qui se passe, de verbaliser ce à quoi ils peuvent s'attendre ou pas? Je pourrais me justifier, mais ça fait tellement partie de ma personnalité que c'est pas une excuse, c'est pas un fardeau, c'est pas un handicap que je traîne avec moi, c'est juste moi, je suis comme ça, puis si ça fonctionne pas, ben c'est vraiment du take it or leave it parce que je peux pas l'extraire de ma personnalité, donc si jamais ça te plaît pas, ben je suis désolée pour toi, vraiment. Puis là, Mario, tu souris. Oui, je souris parce que j'ai un peu pris cette approche-là dans mon cas aussi où je sentais un besoin, disons avant, quand tu sais pas c'est quoi, tu veux justifier, puis tu veux dire aux gens que si tu fais ces erreurs-là ou si tu fais ces moments d'inattention ou d'impulsivité, les gens te regardent, donc tu veux le justifier. Oui, je suis désolé. Mais quand tu le sais, ça devient un peu, je l'assume très bien, je le dis, j'aime ça d'en parler parce que c'est qui je suis. Alors je l'ai accepté, ça fait partie de qui je suis. Oui, il y en a qui c'est plus difficile à vivre, mais ça fait partie de qui je suis. Donc c'est un peu une négociation constante avec les gens. Est-ce que vous avez peut-être justement des conseils ou peut-être des préventions pour les gens qui sont non TDAH et qui se retrouvent dans l'univers d'un TDAH? Vas-y, Geneviève, je vais parler à ma conjointe après. Non, On lave notre linge sale en famille dans le podcast. Allez hop. Oui, c'est ça. Vas-y, Jen. Moi, en vrai, dans des contextes de travail, je vais souvent demander à la personne avec qui je travaille de m'aider à établir l'ordre des priorités. Parce que c'est possible que ce que je vais mettre en priorité, je sais fondamentalement que c'en est pas une, mais c'est la tâche qui me semble la plus facile. Fait que je vais commencer par ça. Puis juste pour être certaine que je me plante pas, je vais demander qu'on m'aide à gérer les priorités. Souvent, il y a beaucoup de monde qui perçoivent ça selon ce qu'ils ont entendu dire de ce que c'était un TDAH. Puis moi, j'ai pas envie qu'on me caractérise comme Geneviève, la fille qui a un TDAH. J'ai plein d'autres belles qualités. Puis après, j'ai pas de conjoint, donc je sais pas quel impact ça pourrait avoir sur sa vie. Hop, un cœur à prendre. Allez, on passe tous les messages dans ce podcast. C'est super. Peut-être qu'il faudrait prendre des notes à la suite de ce podcast. Mais autrement, je ne saurais quoi te répondre, Hélène. Et toi, Mario? En fait,
Pour les trucs des non-TDAH, je pense que Hélène pourrait être pas mal mieux placée. Tu fais un bon travail pour bien... Ben, moi, de mon côté, je veux dire, honnêtement, si les gens sont attirés vers moi, si les gens autour de moi m'apprécient comme je suis, c'est parce que je suis qui je suis. Puis le TDAH en fait vraiment une partie parce que c'est it's who I am. Fait que des trucs, c'est peut-être s'informer sur les généralités, tu as donné une belle description au début, mais ça, c'est juste une définition. Ça n'explique pas qu'est-ce que ça a comme impact dans la vie de la personne selon tous les facteurs qui peuvent avoir ça. Alors, je dirais, la meilleure chose, c'est si on se comprend soi-même le mieux possible, on va définitivement être capable d'expliquer à tous les autres, à leur façon, à leur niveau, comment eux le vivent, pour leur expliquer dans ce contexte-là. Est-ce que, selon vous, ça aide de voir des célébrités, des gens qui peuvent être regardés comme certains modèles d'accomplissement professionnel ou autre, d'en parler ouvertement? Puis je pensais à Philippe Laprise, Kim Rusk, qui ont vraiment montré que voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais qu'effectivement, c'est possible d'en faire une force. Et que peut-être d'avoir des modèles comme ça aide aussi à la perception que les gens peuvent avoir? Ben, pour la perception des gens... J'imagine que oui, pour moi, ça me fait du bien de voir qu'on démystifiait ça avec des gens, puis tu sais, c'est quand même pas des exemples d'échecs, là, c'est quand même des gens qui ont réussi, puis tu vois, semblerait-il que même Einstein était TDAH ou TDA, ça fait que dans tous les cas, c'est juste de se dire, c'est peut-être, ça, tu te dis, ouais, c'est vrai que je suis pas concombre, puis que ça rend ça plus... Mais en même temps, je veux dire, c'est pas toujours facile. La vie est pas toujours facile pour personne, hein. Ça fait que c'est peut-être juste que le contexte scolaire est pas adapté à ce genre de choses-là, puis ça peut décourager peut-être certains enfants. Moi, je faisais des crises tous les soirs. Ma pauvre mère, j'ai donné des cheveux blancs parce que c'était pénible pour moi, les leçons puis les devoirs. À chaque soir, je faisais des crises, puis c'est même pas une blague, là. Ça fait que de voir des modèles qui disent qu'ils ont réussi, je pense que c'est encourageant peut-être pour les enfants à l'école qui l'ont pas eu facile comme nous, on l'a pas eu facile. Je pense que chaque personne ont des modèles, que ce soit un jeune joueur de hockey qui regarde un grand joueur de hockey. Si tu en as besoin dans ta vie d'avoir ce modèle-là pour dire je m'y reconnais ou regarde, ça peut arriver, c'est une chose. Normalement, quand je suis passionné puis j'utilise mon pouvoir de TDAH, je vais accomplir quelque chose que la moyenne ne fait pas. Mais en même temps, je vais laisser mon verre traîner à chaque fois que je vais aller me chercher un verre d'eau à la même place alors que l'évier est à côté. C'est des choses qui sont des choses simples. Mais de l'autre côté, je vais faire des choses grandes. Fait que moi, je me valorise avec ça, puis je m'excuse pour les autres, parce que je sais que c'est ce qui vient toucher les gens autour de toi. Alors que voir qu'il y a des grands qui ont fait des grandes choses, TDAH peut-être, mais à la maison, je sais qu'ils laissaient probablement ses bossales à côté de la panière, puis il laissait probablement son verre vide sur de la table. Alors, il y a des choses qu'on a d'emblée à cause du TDAH, mais bon, on a d'autres qualités, comme disait Jen. On va garder cette note balancée et ces valeurs positives pour la fin de l'émission qui arrive déjà. J'espère que cet épisode aura permis de faire avancer un petit peu plus la discussion sur le TDAH. C'est un sujet, même si on l'aborde dans la bonne humeur, qui vient souvent avec parfois de la souffrance, de l'incompréhension de la part de toutes les parties qui vivent ensemble, TDAH, non TDAH, mais je pense, on l'a bien souligné, que l'important, c'est de se parler, de s'expliquer, d'ouvrir son cœur pour ouvrir sa tête les uns aux autres et faciliter justement le vivre ensemble autour de ce super pouvoir magique. Alors vraiment, merci à tous les deux. Merci Mario, merci Jen. Ça fait plaisir. Merci Hélène. Merci Hélène. Merci de ce bel échange autour de ce sujet personnel, mais qui, je pense, va toucher pas mal de monde. Alors, comment nous suivre pour nos prochains épisodes? Eh bien, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi le site internet leponttraitunion.com pour toutes nos mises à jour et récentes publications. Café Noir et Tableau Blanc est sur Spotify, mais aussi sur notre site et YouTube. Comme plusieurs autres de nos vidéos, je ne peux donc que vous suggérer de vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous invite à nous écrire ou à commenter parce qu'on aime toujours avoir votre opinion. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. 大きな木が呆れてる花を咲かせるずっと前に